Voilà, bienvenue à tous et bienvenue pour ce webinaire Booster vos projets de développement grâce à l'Open Innovation. Donc, je suis Olivier Giret, je suis le directeur projet innovation du pôle Alpha RLH et j'ai le plaisir d'avoir avec moi trois interlocuteurs ce matin, donc deux apparaissent à l'écran aujourd'hui. Dorian Esvan et Dorian Mamazian qui sont de la société GAC, qui vont faire une présentation après les miennes, et Monsieur Hazan également, qui interviendra dans un second temps en fin de webinaire. Alors, pour démarrer ce webinaire, nous avons souhaité, en tant que pôle de compétitivité, puisque nous travaillons historiquement sur l'innovation collaborative, faire un focus sur l'open innovation, qui est un sujet qui n'est pas récent, c'est un sujet qui a déjà plus d'une vingtaine d'années, pour lequel il y a maintenant un retour d'expérience très intéressant, et c'est ce que va nous apporter à la fois GAC, mais également nos interlocuteurs qui vont témoigner. Un retour d'expérience sur les bonnes pratiques, sur est-ce que l'open innovation s'est réservé uniquement, comme on le voit parfois, à la créativité entre les grands groupes et les TPE et les PME, ou est-ce qu'on peut faire de l'open innovation dans une PME ou même dans un acteur public ou parapublic? Est-ce que ça marche aussi? Donc, sur ces sujets-là, nous aurons le plaisir d'avoir les éclairages de GAC, de l'Ifremer qui n'a pas pu être là malheureusement, Madame Duduyet qui donc a fait une vidéo, et puis de Monsieur Hazan de la société Euretech, qui intervient, lui, dans le domaine des infrastructures sensibles, de la conception et le suivi de construction des infrastructures sensibles, notamment dans le domaine de l'énergie, entre autres, voilà, qui interviendra parce qu'il a mis en œuvre une initiative avec GAC sur l'open innovation, voilà, dans le domaine de la diversification. Alors, en premier lieu, je vais vous présenter en quelques mots le pôle Alpha RLH pour ceux qui ne connaissent pas. Alpha RLH est un pôle de compétitivité qui est la fusion de deux pôles qui existaient depuis 2005. Cette fusion a eu lieu en 2017 et a réuni un pôle spécifiquement sur la photonique laser et un pôle plus spécifiquement sur l'électronique dans le champ des hyperfréquences. Alors, globalement, Alpha RLH, c'est un pôle expert dans le domaine des ondes électromagnétiques qui couvre des radiofréquences en passant par les micro-ondes, l'infrarouge, le domaine du visible et les UV. Et globalement, nous adressons à peu près tous les secteurs industriels que vous avez sous les yeux, puisque dès qu'il y a besoin d'usiner de la matière, que ça soit du métal ou la cornée de l'œil, il y a besoin d'un laser. Dès qu'il y a besoin de produire une image, besoin d'un système de vision, de capter, de faire du contrôle. Alors, il y a des systèmes également optiques qui existent pour faire ça. De la communication dans le domaine des micro-ondes, et on en parle de plus en plus avec tout ce qui est connectivité, Internet des objets. Voilà. Et évidemment, dans les domaines médicaux, toutes ces technologies sont extrêmement répandues. Voilà. On va passer au slide suivant. Alors, spécifiquement, nos domaines d'expertise, vous l'avez compris, photonique, laser, électronique, hyperfréquence, et également depuis peu un domaine dans les matériaux pour la photonique et l'électronique, car dans les dispositifs photoniques et électroniques de demain, il y a un vrai sujet autour des matériaux innovants pour augmenter les performances de ces dispositifs. Et nous avons également des animateurs sur les domaines marchés que vous avez en bleu, que sont l'aéronautique spatiale défense. En région sud-ouest, c'est un secteur important. L'énergie de bâtiments intelligents, donc tout ce qui est le photon et donc le pilotage de l'énergie dans le bâtiment. La santé, des dispositifs médicaux, l'autonomie, évidemment l'imagerie médicale par exemple, les dispositifs connectés pour les personnes âgées. Et puis les communications et sécurité dans le domaine à la fois défense et civil, et toute la sécurité qui va autour de ces communications. Voilà, donc notre métier, vous l'avez compris, c'est l'innovation collaborative. Nous facilitons la mise en œuvre de ces innovations collaboratives et avec une équipe, à fin 2021, le pôle c'est 29 personnes,
donc avec des experts scientifiques et technologiques sur les domaines que j'ai cités. Le pôle aujourd'hui réunit un peu moins de 300 membres, 283 membres à fin 2021 précisément. Et nos animations, ce sont beaucoup d'événementiels dans le domaine technologique, mais pas que. Vous le voyez aujourd'hui avec le sujet de l'Open Innovation qui est un peu plus large. Nous avons un représentant en Chine depuis 10 ans maintenant, qui accompagne nos entreprises là-bas. Nous avons un partenariat stratégique depuis 2015 aux USA pour accompagner nos entreprises également. Et nous ouvrons notre bureau au Japon ce mois-ci, qui sera pareil dédié à aider nos entreprises à la fois pour des études de marché, comme en Chine, aux États-Unis, ou alors pour aller qualifier un distributeur ou trouver des clients. Voilà. Ce pôle, c'est un pôle qui a vu beaucoup de startups se créer depuis le début de son existence. On en est à largement plus de 100 maintenant. Et puis des entreprises qui ont trouvé cet écosystème séduisant et qui ont décidé de s'implanter dans la région sud-ouest, sachant qu'aujourd'hui, sur les 283 membres, nous avons à peu près un peu moins d'un tiers qui sont hors région Nouvelle-Aquitaine. Il y a pas mal d'entreprises qui nous rejoignent maintenant sur la dynamique photonique électronique. Alors un pôle, c'est beaucoup de TPE, de PME, de laboratoires de recherche et de centres technologiques qui sont clés pour faire l'innovation. C'est aussi beaucoup de grands groupes qui nous font confiance. Et quand je vous disais que nous adressons énormément de secteurs applicatifs, je crois que vous pouvez le constater à la vue des grands noms qui sont sous vos yeux, puisque nous, entre l'aéronautique spatiale défense, où nous avons beaucoup d'acteurs, entre Thales, Dassault, voilà. Safran, nous passons par l'énergie avec Engie EDF, en passant par la cosmétique avec LVMH, voilà, et Arcus également dans le domaine de la défense, par exemple. Voilà. Donc c'est assez large. Et c'est important quand on fait l'innovation d'avoir toutes les chaînes de valeur du grand groupe en passant par la PME, TPE, le centre technologique et le laboratoire de recherche. Voilà, donc notre présence à l'international se renforce d'année en année. Nos adhérents qui sont sur des marchés mondiaux ont besoin d'avoir un peu d'expertise sur les territoires géographiques qui les intéressent. C'est vrai que notre correspondant en Chine est un expert de nos domaines et du coup bien intégré également au niveau des réseaux scientifiques là-bas ou de l'industrie. Ça aide énormément sur les aspects commerciaux. Les USA et le Japon, il en est de même. Alors, après vous avoir présenté Alpha RLH, maintenant je vais laisser la parole à notre adhérent et partenaire GAC, donc Oriane Esvan, qui est donc la responsable en région Nouvelle-Aquitaine de GAC, qui est une experte en innovation, pour qu'elle vous présente GAC. Doriane, à toi. Oui, bonjour Olivier. Donc moi c'est Oriane. Et Doriane, elle parlera après. Donc bonjour à tous. Donc Oriane Esvan, je suis donc la responsable Nouvelle-Aquitaine de GAC Group. Alors pour vous expliquer rapidement ce qu'est GAC Group, nous sommes un cabinet conseil en innovation et en performance. On a donc 3 grands métiers, tout ce qui concerne l'innovation, ce qui concerne la performance RH, c'est-à-dire les charges sociales, les taux d'accident du travail, par exemple. Et on a aussi, on travaille aussi sur tout ce qui est fiscalité énergétique, fiscalité locale, dans l'optimisation de ces fiscalités. Alors moi, plus particulièrement, et également avec Doriane, je travaille pour la Business Unit Innovation. Donc, qu'est-ce que ça recouvre comme service proposé par le cabinet? On accompagne les entreprises qui cherchent des financements publics ou privés. Alors, les financements publics, ça peut être historiquement le crédit d'impôt recherche ou le crédit d'impôt innovation. Et nous avons élargi depuis quelques années nos prestations en aidant les entreprises qui cherchent des aides et des subventions. Qui peuvent aller chercher, donc déposer des dossiers auprès de la région, par exemple la région Nouvelle-Aquitaine, ou qui veulent répondre à des appels à projets menés par BPI ou l'ADEME, ou des appels à projets européens dans le cadre du programme Horizon Europe, par exemple.
Donc, on aide à structurer le projet et à déposer le dossier auprès du guichet financeur selon les critères du guichet financeur. Il y a un autre dispositif fiscal qui s'appelle l'IP Box, qui concerne les revenus de licences, de brevets ou de sous-concession de licence. On aide les entreprises qui peuvent bénéficier de ce dispositif fiscal également. Et on aide aussi les entreprises qui cherchent plus des financements privés, donc clairement des levées de fonds. Et on peut les aider dans la structuration du business plan, du prévisionnel financier, également dans tout ce qui est discours, communication, pitch deck, et aussi dans la mise en relation avec des investisseurs, parce qu'on a un réseau de partenaires partout en France. Donc ça, c'est historiquement le métier du cabinet GAC. Et depuis quelques temps, on a diversifié également l'activité autour de l'innovation en général, de l'idée à la mise sur le marché. Donc, on propose aux entreprises de faire des diagnostics d'innovation, de aussi se poser la question de comment mieux innover dans l'entreprise. C'est là qu'on peut proposer des ateliers d'intelligence collective dont vous parlera Doriane tout à l'heure, pour faire par exemple de l'open innovation. Et on accompagne aussi les entreprises qui veulent faire des études de marché ou des études de faisabilité ou des études de positionnement de leur innovation. Voilà globalement expliquer le métier du cabinet GAC. Juste pour quelques chiffres concernant le cabinet, on fête nos 20 ans cette année. On a 9 bureaux partout en France, donc le siège social est à Paris. Et en région, on a 8 bureaux, dont 3 dans la région sud-ouest, où on est présent à Bordeaux, à Toulouse et à Montpellier. Et on a une équipe de consultants sur place pour suivre nos clients. Et on a à cœur d'être au cœur de l'écosystème régional et être au plus près des entreprises. Donc, on a un certain nombre de partenariats avec des acteurs de l'écosystème. Ici, sur Bordeaux, par exemple, on est donc partenaire d'Alpha RLH ou de l'Aérospace Valais, également sur Toulouse, de Agri Sud-Ouest Innovation pour plus la partie agri-agro. On est également partenaire de la Technopole Bordeaux TechnoS. Et évidemment, on est aussi, on prend part au mouvement French Tech ici sur Bordeaux. On accompagne tout type d'entreprise chez GAC, un peu comme Alpha RLH, de la start-up au grand groupe en passant par les ETI. Donc, par exemple, je peux vous citer comme client ici sur Bordeaux des entreprises du Lajar comme Amplitude System, ou plus dans la cosméto ou l'agro, le groupe Léa Nature. Ou encore le groupe Serma Group. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le cabinet GAC. Et je redonne la parole à Olivier pour présenter Doriane. Merci beaucoup, Oriane. Excuse-moi pour le prénom tout à l'heure. Du coup, oui, c'est très très clair sur vos activités. Alors, le sujet de l'open innovation est un sujet qui est particulièrement touche les pôles de compétitivité, et c'est pour ça qu'on a souhaité vous faire intervenir. Et donc, Doriane Mamazian, qui est une experte de l'open innovation, qui intervient au sein de GAC, va nous en décrire les principes, la façon dont ils interviennent, et puis on aura le plaisir par la suite d'avoir deux témoignages de projets réalisés avec GAC. Doriane, à toi. Merci Olivier. Donc enchantée, Doriane Mamazian. Je suis référente Open Innovation au sein de GAC, c'est-à-dire que je m'occupe notamment des offres dites Open Innovation. On se concentre surtout au sein de GAC sur la facilitation d'ateliers d'intelligence collective et la recherche de partenaires, que ce soit dans le cadre de projets collaboratifs ou de recherche de partenaires plus techniques. Je vais vous présenter aujourd'hui la définition de l'open innovation, comment ça peut se traduire et comment ça peut aider le développement des entreprises. Donc souvent, quand on parle d'innovation, on pense à comment une entreprise va faire pour pouvoir être innovante, et
Vous avez peut-être déjà vu l'entonnoir d'innovation qui est une formalisation du process par lequel tout un chacun va passer pour passer de l'idée à la mise sur le marché de son produit ou de son service. Donc souvent, on part d'un besoin ou d'une problématique et puis on passe dans une phase d'exploration, d'idéation. On va aller chercher justement de nouvelles idées, on va aller explorer un petit peu ce qui se fait en interne, en externe. On va ensuite faire une étude de faisabilité technique, économique pour savoir quels sont les concepts les plus prometteurs et passer par un go no go qui va permettre de savoir, sur quelle technologie se lancer, sur quel, service se lancer pour pouvoir ensuite, le développer et le mettre sur le marché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir de l'innovation et l'open innovation, donc l'innovation ouverte, est là pour venir trouer cet entonnoir. Donc imaginez bien que tout au cours de votre process de développement, on va venir, aller interroger en fait ce qui se fait à l'extérieur de l'organisation pour pouvoir s'enrichir, de compétences externes. Donc par exemple, sur la phase d'idéation et d'exploration, quand on est face à une problématique, on va peut-être par exemple faire, des ateliers d'intelligence collective. On peut aussi entendre parler de hackathon, de challenge d'innovation, de concours d'idéation. Il existe, plein de termes, mais c'est à peu près l'idée d'aller, chercher des idées à l'extérieur. On peut incuber des startups. On peut réaliser ensuite des études de marché en allant, interroger des clients finaux pour être sûr que, nos idées répondent à, des besoins et ont un marché. On peut aller, faire des votes, on peut aller faire des enquêtes aussi pour pouvoir, nous permettre de faire notre go no go ou aller chercher des partenariats et des projets, collaboratifs, sur, la phase de développement. Donc c'est vraiment venir ouvrir en fait tout son processus au fur et à mesure de notre développement et souvent, en s'ouvrant à l'extérieur, ça va permettre de redonner des données d'entrée au début, de l'entonnoir d'innovation. Par exemple, dans une étude de marché, en allant faire des votes auprès, d'utilisateurs finaux, on va peut-être se rendre compte qu'il faut refaire une phase, d'idéation parce que, les concepts proposés sont peut-être viables économiquement ou, techniquement, mais n'ont pas forcément, rencontré, le marché, désiré. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler l'ouverture de l'innovation, donc l'open innovation. Il y a plusieurs bénéfices à venir s'ouvrir au fur et à mesure de son développement. Tout d'abord, bénéficier de compétences et d'idées externes. Ça permet aussi de se rapprocher des problématiques des utilisateurs, donc pouvoir concrètement savoir quels sont les besoins de l'utilisateur final ou de la personne, de l'intermédiaire, par lequel on passe. Et ça permet de tester rapidement, avec peu de ressources, ces idées sur le marché. Comme on l'a vu tout à l'heure, si on commence à s'ouvrir dès la phase d'idéation et qu'on commence à faire du prototypage rapide pour tester ces idées, on va pas attendre que le développement soit fait avec un prototype plus onéreux pour pouvoir avoir un retour des clients potentiels. Donc ça va permettre d'aller plus rapidement. Ça permet de développer, donc comme on a vu, de nouveaux services, de nouveaux produits, mais globalement d'adresser toutes les problématiques, de l'entreprise et d'impliquer directement donc, bien sûr, ses salariés, mais aussi ses partenaires et ses clients potentiels. On a décidé de faire le focus sur, quelques initiatives, possibles. Donc, tout d'abord les ateliers d'intelligence collective, mais comme on l'a vu, il y a plusieurs aspects à l'open innovation. Donc sur l'aspect, atelier d'intelligence collective, on entend, comme je disais, parler, de challenge d'innovation ou, de concours d'idéation, donc il existe plusieurs termes. Le principe reste le même, c'est de faire travailler des groupes de travail pluridisciplinaires, donc des personnes qui vont venir de différents horizons, autour d'une problématique commune, à travers une méthodologie qui est, différente, dont on n'a pas forcément, l'habitude. Donc, par exemple, en utilisant certains outils de créativité, comme des cartes d'empathie pour réussir à bien se mettre à la place de l'utilisateur. On va venir travailler sur des temps potentiellement courts, ça peut être une demi-journée, une journée, 2 jours, pour pouvoir, répondre à notre problématique à l'aide de l'intelligence, collective du groupe.
Dans ces groupes de travail, on essaye de mettre des profils variés au sein de l'entreprise. Donc, ça peut être des personnes qui viennent de différents départements, croiser l'avis du comptable avec l'avis du marketing, de l'opérateur et de l'ingénieur, par exemple. Et on peut venir ouvrir ces groupes de travail à des personnes externes qui vont aussi, par exemple, avoir des profils différents. Ça peut être des étudiants, des chercheurs, des porteurs de projets, des startups. Donc, toutes ces personnes-là vont travailler ensemble, ce qui va permettre de bénéficier de compétences externes et pluridisciplinaires, d'initier éventuellement des partenariats stratégiques si on allait chercher à l'extérieur de l'entreprise des participants, de croiser les expériences, les idées et de pouvoir donc co-créer autour de la problématique. Et comme on l'a vu, donc ça permet d'avoir des résultats rapides, qualitatifs et la méthodologie est concrète et ludique. Ces ateliers d'intelligence collective, donc dans le cadre de l'open innovation, se font avec l'extérieur de l'entreprise, mais peuvent aussi se faire uniquement avec des personnes en interne. Et là, on va avoir plusieurs bénéfices qui vont ressortir. Donc tout d'abord, le fait de pouvoir, impliquer, toutes les parties prenantes de l'entreprise à travers une problématique qui parfois, touche, absolument tout le monde et n'est pas uniquement technique. Ça permet de créer une dynamique de groupe. Par exemple, des fois, on a des entreprises qui sont très silotées et ça va permettre de créer, des contacts et de travailler de façon transverse. Ça permet aussi de faire une conduite du changement souple suivant, la problématique, car vu que tout le monde va être acteur de la recherche de solutions et ben, ils vont se sentir, directement impliqués dans, le changement, induit par cette problématique. Ça permet aussi de développer donc l'esprit d'équipe, on l'a vu, l'intelligence collective, la cohésion de groupe, d'améliorer la communication et d'harmoniser la culture d'innovation qui va plus être réservée uniquement à la R&D par exemple, mais qui va vraiment venir impliquer, tous les acteurs des fonctions support, des opérateurs et la R&D par exemple. Il existe d'autres façons de promouvoir l'open innovation déjà en interne, hein, comme on a vu. Par exemple, c'est en favorisant les démarches intrapreneuriales. Donc, on vous a mis, un exemple de démarche, intrapreneuriale qu'on a chez GAC qui s'appelle les tribus. En fait, une démarche intrapreneuriale, ça va permettre de faire confiance à un collaborateur, à des collaborateurs qui vont, pouvoir, développer un aspect que la structure ne peut pas se permettre de développer. Donc si je précise un petit peu, par exemple, si une idée sort complètement, du secteur d'activité de l'entreprise ou, des process de fonctionnement de l'entreprise, la démarche intrapreneuriale va pouvoir permettre de traiter cette idée de façon agile, donc de façon un peu plus souple, en sortant un petit peu des process classiques, de l'entreprise. Donc comment ça se traduit, chez nous, chez GAC? À travers ces tribus. Donc on a un collaborateur qui va avoir une initiative, une idée, quelque chose qu'il aimerait mettre en place et il va aller chercher un sponsor. Ça, c'est très important d'avoir toujours un sponsor dans toutes nos initiatives pour être sûr que l'idée va être, appuyée, on va dire, hiérarchiquement. Donc nous, on va chercher un sponsor au sein de notre, CODIR et ensuite, si, le sponsor est d'accord pour soutenir cette initiative, on va regrouper quelques collègues, quelques collaborateurs pour, travailler, sur, le sujet, de la tribu. Donc souvent, on forme une équipe pluridisciplinaire, par exemple en croisant des fonctions de support, le marketing, les commerciaux, les consultants, pour GAC et on peut adresser vraiment tout type de sujet. Ça va de la qualité de vie au travail à la création d'une nouvelle offre, par exemple, de service. Donc pour, l'entreprise, c'est un faible ratio investissement-risque car, ce n'est pas 100 hein, du temps qui est passé par, les collaborateurs sur ce sujet et ça permet, à ce sujet de travailler de façon agile. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. On a monté par exemple, ce qu'on appelle la team créa en interne, qui est un groupe de facilitateurs qui ont créé une formation autour des ateliers d'intelligence collective ou la tribu management de l'innovation qui fait de la veille et du développement sur nos offres. Et typiquement, au sein de ces tribus, on peut aller travailler sur, la recherche de partenaires externes, ce qu'on pourrait, avoir plus de mal à faire, si on souhaitait, créer un partenariat très, solide tout de suite avec l'ensemble de l'entreprise. Donc au sein d'un petit groupe, on essaye de créer un partenariat, par exemple, avec un
collaborateur qui va, par exemple, développer un logiciel, hein, je donne un exemple comme ça. Et ça va permettre de pouvoir faire une première preuve de concept, de pouvoir, on va dire, commencer à tester de façon très rapide entre le partenaire potentiel et la tribu, avant de passer à l'échelle, du groupe. Il existe bien sûr bien d'autres, démarches, hein, d'open innovation et de promotion de l'innovation en interne. Je vous ai mis, pour finir quelques outils qui peuvent être utiles pour capter les idées innovantes en interne et en externe. Donc on a bien sûr la boîte à idées, hein, classique, qui existe depuis des années, et qui, peut avoir fait ses preuves, dans, de nombreux cas. On a tout ce qui est processus qui sont mis en place pour capter les idées innovantes et pour pouvoir les traiter. Donc on entend parler de grands groupes qui créent, des incubateurs ou de plusieurs entreprises qui vont créer des labs d'innovation de façon collaborative, des choses comme ça. Il existe aussi des plateformes d'idéation. Donc ces plateformes d'idéation vont permettre de collecter des idées externes, des idées en interne ou de faire du sourcing de start-up. Je vous ai mis l'exemple de Agorize qui est un des leaders, sur le marché français, mais il en existe, bien d'autres. Et il existe aussi beaucoup d'outils de travail collaboratifs qui vont permettre d'aller, poser des questions, de travailler, tous ensemble à distance. On a vu, l'essor de ce genre de plateforme, pendant le covid, pendant les confinements, dus, au covid-19. Voilà, donc si vous avez, maintenant des questions, peut-être Olivier? Alors, je vais juste faire une question et puis ce que je vous propose, c'est que l'ensemble des intervenants seront présents jusqu'au bout et qu'à la fin, on réunisse les questions de l'auditoire. Voilà. Juste une question, vous avez parlé d'appropriation, donc quel est le poids du phénomène culturel dans ces démarches d'open innovation? J'imagine que ça dépend évidemment des structures à qui vous travaillez, des grands groupes ou les PME, mais comment vous gérez cet aspect culturel? C'est-à-dire l'aspect culturel, c'est-à-dire, la C'est-à-dire, participation de chacun? oui, et puis que j'imagine que vous vous adaptez au type de structure. Les méthodes sont peut-être pas tout à fait les mêmes si vous travaillez avec un grand groupe et une PME. Tout à fait. Donc vraiment l'open innovation, ça peut comme on l'a vu, ça peut, se traduire, par différentes, sortes d'ouvertures, hein, du projet collaboratif à l'atelier d'intelligence collective. Souvent ça existe depuis déjà, plusieurs années, comme Olivier le disait, tout à l'heure. Donc ça avait été beaucoup pris, en main par, les grands groupes, notamment, qui ont déjà souvent mis en place une culture autour de l'innovation. Et aujourd'hui, on voit bien que, ce n'est pas réservé uniquement aux grands groupes et vraiment à tout type de structure. Donc des fois, on arrive dans des structures qui sont déjà très innovantes, très ouvertes, sur l'extérieur. Mais des fois, on arrive, face à des personnes qui sont, un petit peu plus réticentes, on va dire, à ce type de démarche. Dans ces cas-là, le mieux, c'est de beaucoup communiquer en amont, c'est-à-dire, bien, réussir à expliquer pourquoi on fait ça, dans quel cadre on fait ça. Et nous, ce qu'on met, souvent en place, par exemple, dans des ateliers d'intelligence collective, c'est un petit peu des règles de bonne, pratique, de l'atelier. Donc toujours rester bienveillant, essayer d'encourager par du oui et les idées plutôt que du non mais. Et puis surtout être très pédagogue et en fait, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut essayer une première fois et toutes les personnes qui arrivent, on va dire récalcitrantes, face à ce genre d'initiative, finissent par, s'auto-convaincre en fait, par l'expérience. Donc il faut pas se bloquer à se dire, «Les personnes ne voudront pas participer». Il faut tester, montrer que ça a été un succès et la deuxième fois, il y aura encore plus de personnes, qui voudront, tester la démarche. C'est un peu comme tous les aspects, de la conduite du changement, Mmh. et tous les changements. Oui, j'imagine que c'est un effet clé pour réussir dans ce type d'initiative. Merci Doriane. Alors du coup, je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Madame Duduyer, hein, qui est, comme vous le voyez, responsable du service navire et équipement de l'Ifremer. Et donc c'est une mission qu'avait réalisée GAC avec l'Ifremer et qui est toujours en cours, hein, de déploiement sur un nouveau navire beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et on a trouvé que c'était un exemple typique parce que l'Ifremer est un EPIC, c'est une structure parapublique. Et du coup, et après, on va parler d'une entreprise, d'une PME. Donc, voilà, c'est pour illustrer de manière différente
la mise en œuvre d'un schéma d'open innovation. Je suis Sarah Dudouillet, je travaille à l'Ifremer depuis une vingtaine d'années maintenant en tant qu'ingénieure navale et je suis responsable d'un service qui gère les navires et les équipements embarqués de la flotte océanographique française. Et depuis 2018, c'est l'Ifremer qui gère la totalité de la flotte océanographique française. Et on a été amené à réfléchir sur un nouveau navire d'un peu plus d'une quarantaine de mètres qui devrait voir le jour en 2026. Alors, dans le cadre de la réflexion et des études autour de ce nouveau navire, on a comme objectif de diminuer très fortement l'impact environnemental de ce navire et on est arrivé à la conclusion que les technologies ne nous permettraient pas d'avoir le gain suffisant au niveau de l'impact environnemental. Donc il allait falloir travailler aussi sur les usages de nos campagnes. Alors, moi, personnellement, ça me faisait un peu peur comme définition parce que j'avais du mal à imaginer ce que ça représentait vraiment, comment on allait travailler alors que c'était un sujet qui me semblait très particulier et comment on allait pouvoir faire émerger des idées des uns et des autres. Nous, on est en train de réfléchir à en utiliser encore un autre. Nous, on l'utilise dans le cas où on a besoin de faire émerger des nouvelles façons de travailler, d'avoir des consensus avec des acteurs venant de milieux très différents ou ayant des problématiques différentes, d'essayer de faire émerger des idées communes. Alors, les personnes qui ont été mises autour de la table, c'était vraiment tous les acteurs. C'est la première fois qu'ils ont été mis vraiment tous autour d'une même table pour faire émerger des nouvelles idées. Et c'était l'idée d'essayer de casser les barrières entre les uns et les autres. Alors pour nous, c'était la première fois qu'on mettait ça en œuvre au sein de l'Ifremer et d'autant plus sur une problématique qui est un mix de technologie et d'usage, donc c'est assez complexe. Il y a eu un petit moment, effectivement, dans le début des ateliers où chacun a dû prendre ses marques, bien comprendre qu'est-ce qu'on faisait dans ces ateliers, quel était l'objet et arrêter de se mettre des lorgnières, en fait, tout simplement. Essayer de sortir un petit peu de sa zone de confort les uns et les autres pour être amené à autre chose. Au bout alors ça a pris les 2 premières heures, j'ai envie de dire, du premier atelier. Après ce temps-là, les gens ont vraiment participé et ont vraiment se sont pris au jeu, j'ai envie de dire, pour vraiment donner des idées, arrêter de se mettre des limites et ne pas brider sa créativité. On est très contents. Nous, ce qu'on cherchait à avoir, c'était, on avait 2 objectifs, plus particulièrement de ces séminaires. D'abord, avoir un consensus en fait de tous ces participants sur les technologies qu'on allait mettre en œuvre dans ce nouveau navire, parce qu'on ne pouvait pas tout mettre, chacun a plein d'idées sur la question, et donc l'idée c'était de faire prendre conscience aux gens quelles étaient les difficultés d'ingénierie on ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi sur ce navire, et donc là-dessus il y a eu un consensus. Et le deuxième objectif, qui n'était pas des moindres, c'était de faire émerger des nouveaux usages sur nos campagnes océanographiques. Et ça, on a réussi à faire émerger des choses qui vont même être mises en application sur d'autres navires que ce nouveau navire. Donc, nous, on est plutôt satisfaits et les gens, même ceux qui étaient un petit peu réticents au départ, parce que c'est un nouveau concept pour nous, comme je vous l'ai dit, c'était tout nouveau, les retours que j'ai eus ont été plutôt très positifs. Les réunions préparatoires sont extrêmement importantes parce qu'on arrivait avec une problématique qui était assez technologique, assez d'ingénieur, très clairement, dont GAC n'avait pas du tout connaissance au départ. C'est un milieu qu'elle ne connaissait pas, les personnes-là. Donc elles ont été très ouvertes, très à l'écoute, essayer de comprendre surtout quels étaient nos attendus. C'est ça qui était important pour nous, c'est qu'on arrive à un résultat qu'on puisse utiliser aussi après.
Et elles nous ont aussi proposé différentes façons de travailler. Voilà, merci à Madame Duduyer hein, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Il se trouve que c'est une initiative très intéressante par un établissement comme l'Ifremer d'avoir lancé ce genre d'initiative. Et alors, si vous, à la fin de nos présentations, si vous souhaitez questionner la démarche qu'a entreprise l'Ifremer, ça sera Doriane Mamazian qui avait participé à cette initiative qui pourra répondre à l'ensemble des questions dans la mesure de ses possibilités. Évidemment, tout ce qui concerne la vie personnelle de Madame Duduyer, elle ne pourra pas, bien évidemment. Voilà. Et donc maintenant, nous allons demander à Monsieur Hazan Nicolas Hazan, président d'Euretech, de se connecter du coup. Et là, donc, ça sera plus une intervention en questions-réponses avec Doriane et moi en l'occurrence, en le remerciant d'être présent aujourd'hui. Alors, en quelques mots, Monsieur Hazan, vous allez pouvoir nous présenter Euretech. Je vois que vous êtes également dans le sujet de l'hydrogène, hein, avec l'hydrogène, je ne sais pas si Laurent voudra en dire deux mots, mais Euretech en l'occurrence, et pourquoi vous avez engagé cette démarche de diversification via l'Open Innovation. Très bien, bonjour. Bonjour à tous. Donc moi je suis déjà Nicolas Hazan, donc je suis le président de la société Euretech et salarié d'Euretech depuis 22 ans. Pour situer Euretech, nous sommes un bureau d'études de 55 personnes, bureau d'études spécialisé dans les pipelines, dans l'étude réalisée dans le cadre de projets de pipeline. 55 salariés, on intervient partout en France, avec 2 agences, une à Aix-en-Provence et le siège à Tarbes, et une activité export sur des sujets oil and gas principalement. Donc là, la question par rapport à la problématique et la question que vous me posez, à savoir le pourquoi est-ce que l'on a engagé cette démarche, la démarche de diversification, tout simplement parce que il y a 4 points en fait qui nous ont amenés à aller dans ce sens. Le premier point, c'est les pipelines. La particularité des pipelines, c'est de transporter notamment du gaz, des hydrocarbures et des produits chimiques. Donc il y en a 2 sur 3 qui sont fortement émetteurs de CO2 et donc qui n'ont pas vraiment le vent en poupe ces derniers temps. Donc une activité étroitement liée aux énergies fossiles et donc une volonté éthique et puis une volonté purement économique d'aller sur d'autres domaines et trouver de la diversification pour nos équipes. 55 personnes à occuper sur un domaine en ingénierie, c'est pas toujours évident. Deuxième point, c'est le sujet de l'évolution de la typologie de projets. Hein. On a des projets qui sont de plus en plus réduits. C'est étroitement lié au premier point, hein, mais des typologies de projets qui sont de plus en plus réduits et donc une souplesse à trouver dans l'organisation de nos équipes pour faire face à cette évolution du marché. Troisième point, c'est un sujet tout simplement un sujet RH, c'est-à-dire qu'une PME, pour être attrayante et on est sur un marché d'experts et donc on a besoin de fidéliser nos équipes. La difficulté aujourd'hui à laquelle nous avons été confrontés quelquefois, c'est donner des perspectives à nos chefs de projet, à nos ingénieurs projets et chefs de projet. Et donc il fallait ouvrir certaines fenêtres, certaines portes, ne pas avoir peur de regarder l'avenir et offrir quelques perspectives à nos cadres pour qu'ils se projettent au-delà de 5-6 ans au sein de l'équipe, qui est un prérequis important dans le positionnement d'Euretech sur les branches de marché que nous occupons actuellement. Donc voilà, ça c'est les 3 grands points qui nous ont poussés à nous poser cette question, sachant qu'on a repris avec mon associé la société en 2014. Du coup, comment vous avez procédé pour répondre à cette problématique? Alors, concernant la problématique qui s'est posée à nous, alors, on a procédé. Déjà, on avait la volonté d'associer nos équipes. On est une petite PME, hein, on restait dans un esprit de PME, donc l'objectif c'était déjà qu'on fasse ces choix ensemble. Donc, la première étape, ça a été de mettre à contribution les ressources, les équipes autour, les équipes les plus dynamiques, hein, bien évidemment, les personnels les plus créatifs, on va dire.
Et dans un premier temps, pour ne rien vous cacher, on a procédé naïvement tout seul, comme des grands, en se disant, tiens, on va se diversifier, sans trop chercher comment et pourquoi, en y allant un petit peu en amateur. Et clairement, on s'est planté. Hein. On s'est planté sur. On a perdu une année. On a perdu une année en allant sur des sujets comme l'hydroélectricité, où on s'est avéré au bout d'un an avec des démarches importantes sur ce sujet-là, que le marché de l'hydroélectricité c'était un peu bouché, c'était pas forcément l'avenir, et d'autres sujets où on s'est planté aussi bien dans la structuration que dans les choix qui ont été faits. Donc, dans un deuxième temps, on s'est rapproché de vous, du coup, GAC, que l'on vous connaissait par le CIR. Et donc, on s'est rapproché de vous et donc on a choisi un accompagnement global avec GAC sur le sujet parce que tout simplement on a une dimension de PME, donc on n'a pas les moyens de R&D d'un Google, hein, pour nous resituer. On n'a pas les moyens internes forcément de soutenir trop la démarche, d'animer la démarche, mais donc on a été vous chercher pour une question de structuration de la méthode, gagner de la méthode et du professionnalisme là-dessus, pour des questions d'animation aussi, parce que moi, personnellement, je n'avais pas le temps d'être à 100% sur le sujet, et Dorian, qui nous a suivis, a bien participé au sujet. Et puis, sur un sujet, pour nous aider tout simplement à nous poser les bonnes questions. Donc, comment ça s'est fait de cette manière-là. Après, il y a tout un déroulé. Hein. Je ne sais pas si je vais rentrer dans le détail, mais on peut regarder ensemble si vous voulez. Mais globalement, je ne sais pas, on n'a pas trop de temps pour discuter de tout ça, mais le déroulé du processus, Dorian, je ne sais pas si vous voulez qu'on en discute plus en profondeur. En quelques mots, quelles ont été les grandes phases, on va dire, du processus et comment vous avez été à l'écoute justement d'opportunités externes à travers ce processus? Okay. Alors, la première étape, et ça, typiquement, on n'en était pas conscient, mais ça a été de donner un nom au projet. Et ça on a découvert que dans la com interne, c'était important d'avoir ce genre de. Donc, on a déjà défini un nom que l'on a défini ensemble avec les équipes. Ça a été le projet Décide. Dans un premier temps, donc, avec l'aide du cabinet GAC, du coup, nous avons fait une approche macro des différents domaines sur lesquels nous étions susceptibles, en lien avec l'aménagement du territoire, en lien avec l'ingénierie, en lien avec la sensibilité des sujets que l'on traite habituellement chez Euretech, hein, les pipelines. On a regardé un petit peu ce qui gravitait autour de ces domaines et de notre côté un petit peu pluridisciplinaire, hein, environnement, technique, foncier, domanial, réglementaire. Donc on a regardé ça d'une façon très macro. On a collecté aussi les sensibilités de chacun, les envies, hein, tout simplement, parce que pour que les gens s'associent au projet, il fallait bien qu'ils y soient associés et qu'ils partagent l'envie d'y aller. Et donc, à l'issue de ce premier travail macro d'études macro de marché, le sujet, quatre grands domaines ont été identifiés. Le domaine des canalisations, d'ailleurs, le cœur de domaine d'Euretech a été identifié comme porteur dans le futur, notamment avec l'hydrogène. D'où ma présence à France Hydrogène. Le sujet ingénierie industrielle, le sujet ligne électrique haute tension, transport d'électricité d'une façon large, et le domaine de la méthanisation. À partir de là, sur le déroulé, comment on a procédé, on a créé des responsables de BU, on a créé des BU, des business units, et on a mis justement en place des responsables de business unit qui sont des chefs de projet, avec dans la perspective tout simplement de leur donner une visibilité et de leur donner une visibilité et puis de pouvoir se projeter et de s'associer aux business units qu'ils avaient à apporter et à développer. Donc ça a été fait, c'est typiquement des intrapreneurs, on les a complètement fait endosser le poste d'intrapreneur, c'est un terme que j'avais apprécié parce que voilà, c'est des gens qui portent un projet à bras le corps avec des business plans, avec des contraintes financières, des contraintes humaines, des contraintes logistiques, et qui ont porté en fait un projet d'entreprise en interne. Donc c'est vraiment de l'intrapreneuriat, comme vous en parliez tout à l'heure. Et donc là, tout le travail a été mené en termes d'études, d'interviews auprès de clients pour capter définition des offres, c'est-à-dire capter les besoins de nos clients, interviewer les clients potentiels, les prospects, identifier les prospects,
appeler des prospects pour capter leurs besoins, leur organisation, et de là déduire les besoins qu'ils avaient, la structuration de leur marché et la dimension de leur marché. Donc ça, c'est nos équipes qui l'ont mené avec l'appui de GAG qui justement a donné des supports, a donné des vocabulaires aussi, des manières de parler, parce qu'il faut bien avoir en tête que nous, c'est une équipe d'ingénieurs qu'on a, hein, c'est Técos, quoi. Hein, donc on n'est pas forcément les plus à même de parler com et de parler de ces thématiques-là et de se remettre en question, hein, pour être tout à fait clair. Donc avec le soutien de GAG, de support et de vocabulaire bien travaillé, on a fait cette démarche d'identification et de qualification de notre offre. À l'issue de quoi, à la fin de l'année dernière, on a monté donc un business plan, on a mis en place l'offre, on a construit le positionnement de Retech sur ces 4 BU. Et globalement, on a monté le discours commercial, on a monté le positionnement, on a monté l'offre, on a monté les supports marketing. Et aujourd'hui, donc, sur les 4 BU qui avaient été décidés, 3 sont en route. Ça y est, c'est lancé en début d'année, on déroule le business plan. Et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Sachant que la 4e BU n'a pas été déclenchée pour des questions de contexte Covid qui vraiment nous a mis un obstacle que l'on n'a pas voulu attaquer pour tout ce qui est prospectif en amont, à savoir le biogaz, un marché éminemment complexe dans le contexte actuel. Donc à travers donc, le développement de ces BU, vous avez été très à l'écoute des prospects, des clients de l'extérieur pour pouvoir vous construire. Vous avez aussi fait appel à l'intelligence collective en interne. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Pourquoi? Qui a participé? Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Bon, rapidement, c'était dans le forfait de GAG, donc on l'a pris. Non, tout simplement, ça a été, on se posait la question sur ce que c'était. Hein. Qu'est-ce que ça nous a appris à mener? Alors, ça a été assez énorme en fait. Hein. Ça a été vraiment sur la validation. On a fait travailler les équipes sur la consolidation du business plan, sur la consolidation des business plans. Et ce que ça a apporté, alors d'une part, ça a été super intéressant au niveau humain parce que justement, on a mélangé les équipes techniques avec les acheteurs, avec les commerciaux, pardon, avec l'équipe commerciale, en lien avec les équipes RH et financières qui sont plutôt prudentes normalement, justement, et qui ont toujours tendance à regarder de travers ce qui sort un petit peu des clous. Et donc là, ça a permis de mettre tout le monde autour de la table, de rassurer du coup les gens les plus craintifs et les plus soucieux et qui ont moins de facilité à sortir de leur précaré. Donc le vrai sujet, moi je pense que le principal point positif de cette démarche, c'est ça, c'est d'avoir fait endosser la démarche et le projet décide à la totalité des équipes et de permettre de la communication au sein des équipes en interne. Ça a vraiment permis aux gens de comprendre ce que l'on faisait depuis 1 an au moment de monter les business plans. Ça a vraiment permis aux gens d'être impliqués et de comprendre ce que l'on faisait parce qu'on a enfin pris le temps, une journée, une grosse journée de travail sur ces sujets-là où les gens ont compris les questions qu'on se posait, les questions qu'il fallait se poser et là où on voulait aller. Donc ça a été un premier point positif, c'est la communication interne sur le projet. Le deuxième point, c'est évidemment ce qui est ressorti du travail. Hein. On a fait des ateliers par BU, et donc ça avec des rotations de supports transverses typiquement commerciaux et RH. Et donc ça a permis de mettre en évidence des difficultés, de lever des points d'interrogation, de se poser quelques questions. Et ça a été vraiment très très constructif, même dans le montage du business plan. Des gens ont été ont ratterri en fait, certains, d'autres au contraire ont découvert des choses. Et je me suis soigneusement, la direction, c'est soigneusement sorti de cette réflexion. En fait, volontairement, on n'a pas souhaité, je suis très peu intervenu dans le travail en atelier, on a laissé tourner les équipes pour permettre justement à chacun d'être complètement open sur ce qu'il avait à dire et ce qu'il avait comme idée. Et on était là seulement, je gravitais seulement ponctuellement d'atelier en atelier pour juste avoir un petit regard macro, un petit peu critique, ponctuellement de 1 ou 2 minutes par atelier. Donc, Monsieur Hazan, je vois qu'une question a été posée
parce qu'il est 11h50 et je sais que les gens préfèrent rester dans l'heure et donc je fais très attention à ça. Il y a une question qui a été posée pour savoir, il y a une personne qui est intervenue par expérience, j'ai observé que les équipes projets entrepreneurs peuvent perdre de l'énergie et des motivations et ça se passe bien pendant l'intervention du consultant, puis après ça s'essouffle. Comment vous avez agi pour contrer ce phénomène? Voilà. Alors, pour contrer ce phénomène, alors déjà, l'animatrice, donc pendant l'année et demie avec Gap, effectivement, la question ne se posait pas trop parce que j'avais Dorian qui les harcelait à peu près tous les mois pour voir où ils en étaient, rappeler gentiment avec le sourire où il fallait aller et les objectifs que l'on s'était fixés. Donc, tant que Dorian était derrière, tout allait bien. Après, le phénomène, le sujet, il a été en fait de construire ça dans le business plan. En fait, hein. On a budgété à l'issue de ce travail. Déjà, on a responsabilisé les gens. C'est-à-dire qu'il y a les responsables de business unit qui sont responsabilisés, ce qui permet quand même d'avoir déjà un relais et d'éviter, parce que c'est certes les équipes, mais c'est aussi la direction qui s'essouffle sinon à courir après les équipes pour leur dire n'oubliez pas d'innover, enfin de développer ces diversifications, sachant qu'on est des PME et qu'il faut produire en parallèle, on le sait très bien. Donc le sujet, il a été de poser des moyens clairs. On a défini des moyens clairs en termes de nombre de jours alloués à cette réflexion-là. Les objectifs liés au business plan et au plan marketing qui ont été définis durant l'année dernière, on a défini un certain nombre d'objectifs. Et donc, le plus important, c'est de responsabiliser. Pour moi, hein, ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 4 supports qui sont les responsables de BU, qui sont vraiment des gens responsabilisés et qui, du coup, sont un très gros relais auprès des équipes, et à qui on a donné des moyens qui sont budgétés. En fait, une PME, globalement, un Euretech, historiquement, un Euretech, c'est 70% d'activités facturables, 30% d'activités non facturables. On s'est posé la question de ces 30% d'activités non facturables, comment je peux les valoriser au mieux entre la logistique, le commercial, la maintenance. Et donc, on a rajouté une brique là-dedans qui s'appelle le projet Décide et qui consiste à mettre en place des sujets de réflexion stratégique, des sujets marketing et des sujets développement en lien avec le projet de diversification. Donc, le vrai sujet, il est à mon avis, de déléguer, de réussir à déléguer et d'avoir des relais au sein des équipes et de donner des moyens et de les budgéter d'emblée. Là, ça y est, les équipes aujourd'hui savent que pour 2022, le volume alloué à ce sujet-là, il est celui-là. Il a été convenu avec les chefs de BU, les responsables de BU, et ça permet d'occuper les gens. Cette activité non facturable, c'est quelque chose à valoriser un maximum dans une entreprise, une PME du moins, et ailleurs aussi, j'imagine. Mais c'est une manière de challenger aussi ce temps non facturable qui a tendance des fois à se dissiper ailleurs. On ne sait pas toujours où. Très bien. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Si Dorian veut reposer une question. J'ai posé mes questions. Du coup, à ce qu'on entend, vous avez l'air satisfait de ces démarches-là. Vous serez prêt à retenter l'expérience sur d'autres problématiques? Sur l'atelier collectif, par exemple? Ouais, sur Oui, l'atelier si on collectif prend complet, l'atelier. je pense que la méthode est super bonne. Sincèrement, l'atelier collectif, je ne connaissais pas et c'est vraiment intéressant et ça crée effectivement, vous en avez parlé, de la cohésion dans l'équipe et ça permet de découvrir des gens. Donc vraiment très très intéressant. L'expérience est bonne. Après, comme je dis souvent, aujourd'hui on a planté la graine. Hein. On verra si les choses sont bonnes dans un an, voir si la pousse a pris. Mais bon, les signaux sont plutôt positifs. Hein. Aujourd'hui, on a déjà, rien que dans la réflexion qu'on a menée, la BU2I, qui est complètement un domaine que l'on a découvert, nous ramène à ramener déjà 10% du chiffre d'affaires de Retech, alors que rien n'était structuré. Quoi. Donc on sent que les choix sont faits, la machine est amorcée, il faut justement faire attention de ne pas aller trop vite. Donc pour répondre à la question, oui, il y a des sujets sur lesquels on est prêt à retourner et à travailler à nouveau sur ce sujet-là.
en mettant un bémol, c'est qu'il y a toujours le volet financier qui est derrière. Un sujet qui nous a bien aidé, c'est quand même les assistances de la région sur le sujet, les aides. On a eu des aides de la région sur ce sujet. Il ne faut pas hésiter, il y a plein de petits outils d'ingénierie financière à activer auprès des régions notamment. Et c'est vrai que ça permet aussi pour une PME de franchir le pas. C'est bon. Aujourd'hui, vous diriez que les points d'attention quand on lance une démarche comme ça, qu'on est chef d'entreprise, si on avait un ou deux clés, c'est quoi? Ne pas s'isoler en tant que chef d'entreprise, déjà. Et ça a été la structuration de GAC là-dessus a permis d'éviter cet écueil, c'est-à-dire ne pas prendre ses décisions tout seul parce que savoir se remettre en question, ben ça aide bien. Donc, une clé, à mon avis, c'est ne pas s'isoler. Et indirectement, c'est quoi? C'est faire participer les équipes. Aujourd'hui, le sujet, il est complètement endossé par les équipes. On a convaincu les équipes, pour peu qu'il y en ait eu à convaincre, mais il y a toujours des gens à convaincre, mais je pense que c'est vraiment la participation des équipes à la réflexion. Moi, je pense que c'est vraiment le sujet clé de la réussite parce que tout le monde est impliqué derrière et tout le monde est concerné. Donc voilà, si j'ai un point à retenir, c'est ne pas se sentir trop fort dans la méthode. On s'est planté, nous, une année, et l'intégration des équipes à la réflexion. C'est quelque chose. Pourtant, on est une vieille boîte. Hein, sincèrement, on a découvert plein de. J'en ai encore découvert aujourd'hui d'ailleurs avec l'idéation, c'est ça, Marianne? Donc il y a plein de termes que l'on a découverts, clairement. Mais effectivement, au-delà de ça, la méthode d'associer les équipes, c'est tout le but, d'après ce que j'ai cru comprendre globalement, c'est vraiment ça l'objectif. Et il est atteint. Du coup, dans votre démarche, vous n'avez pas associé d'acteurs extérieurs, hein, si je comprends. On n'a pas associé, c'est donné par des interviews de prospects. Des interviews. On n'a pas associé d'acteurs extérieurs. Voilà. On a fait on a considéré que les gens étaient des acteurs extérieurs à partir du moment où ils avaient leur BU. Il y a eu le gros travail d'interview quand même qui a permis d'avoir les bases, on va dire, pour pouvoir construire quelque chose de solide sur des faits. Il y a eu 6 mois d'interview, de capitalisation, de consolidation de l'offre. Très bien. Très bien. Écoutez, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, en l'occurrence, nous allons clore ce webinaire en remerciant tous les intervenants et tous les auditeurs. Et donc là, à partir de maintenant, vous allez pouvoir télécharger le PDF de la présentation. Donc, il y a eu un message dans le chat pour télécharger ce PDF. Et vous aurez également le lien pour télécharger la présentation. Il y aura donc le lien vers le replay qui sera mis en ligne très rapidement. Voilà. Donc, je vais me retourner vers mon collègue David qui va donc clore le webinaire. Je te laisse reprendre la main, David. Et vous souhaitez un bon appétit et une bonne journée à tous. Merci à tous. Bonjour à tous et merci Olivier, bon appétit merci à tous. À vous. Et puis, le lien vers le replay va être très rapidement mis en ligne. On vous enverra un petit mail dans ce sens-là. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.